Salut à tous et c'est parti pour la ronde 2 du championnat du monde qui oppose Dingli Ren à Gukesh, donc c'est cette année, ça se passe en ce moment même. Et la ronde 2 elle s'est passée entre je crois 10h du mat et peut-être 13h. Et du coup Ding avait gagné hier avec les noirs, hein. Ici il a les blancs. Et Gukesh du coup lui va devoir se ressaisir s'il n'a pas envie de perdre ce championnat du monde. Et ça commence, du coup Ding joue E4, sur quoi Gukesh joue E5. Une option souvent assez logique et assez un peu couteau suisse, j'ai envie de dire, dans le sens où ils peuvent jouer pour la victoire, ils peuvent jouer pour la nulle, ils peuvent jouer activement, passivement, il y a plein de trucs possibles. E5 c'est vraiment le fourre-tout. Il faut savoir que sinon, hein, s'il avait envie de jouer la victoire, il aurait probablement joué C5, hein, c'est l'idée. E5, t'as dit juste ok, bon bah allons-y, jouons aux échecs. Ningliren on continue avec cavalier F3, coup principal, cavalier C6. Et ici, l'option la plus jouée de très loin, hein, chez les maîtres, c'est fou B5, hein, l'espagnol, qui a déjà été joué pas mal de fois l'année dernière, hein, dans le championnat du monde, qui opposait Dingliren à Jan Nepomniachtchi. Et du coup, Ding connaît bien cet espagnol, mais il va jouer fou C4, l'italienne. Et on voit directement, en fait, hein, l'italienne est réputée comme étant une ouverture globalement partie nulle à très haut niveau, hein. Donc ici, on voit que normalement, Dingliren, il n'a probablement pas envie de se battre ici. Mais il n'empêche qu'il y a des moyens de jouer pour la victoire, hein, dans l'italienne. Et après, fou C5, par exemple, il y aurait eu C3, qui est l'option vraiment la plus ambitieuse, hein, une approche bien plus ambitieuse pour jouer la victoire, mais c'est le coup principal, hein, dans le sens où il y a peut-être D4, là, par exemple, pour le cavalier F6, il y a D3 qui est le coup principal, mais surtout D4, qui peut aussi très vite arriver pour attaquer un peu partout, même si c'est considéré comme étant une partie. Si on connaît la théorie, c'est partie nulle. Mais si jamais il avait vraiment envie de jouer la victoire, ici, Ding, il aurait pu jouer par exemple B4, Gambit Evans, qui est aussi un Gambit qui peut intéresser, qui est probablement considéré comme le deuxième Gambit le plus intéressant, hein, avec le Gambit Dame. Euh, le Gambit Roi est pas loin aussi derrière, hein, mais globalement, voilà, c'est un Gambit qui est très bien réputé. Ça a été la ligne principale des échecs pendant un ou deux siècles, pour j'habite un petit peu, mais je crois qu'au 17e, 18e siècle, c'était la ligne principale des échecs. Mais du coup, Ding il décide de jouer plus solidement avec D3. On voit qu'il n'a pas envie de se compliquer la vie. Et il joue D3, idée simple, hein, de consolider le pion, permettre de justifier le déplacement du fou en jouant simplement D3 et le fou est en dehors de la structure du pion. Ouvrir aussi le fou ici en C3. Gukesh répond assez rapidement par cavalier F6, hein. Logique, il développe le cavalier, prépare le roc. Cavalier C3 joué par Ding. Et là, c'est un moment où il faut poser. Parce que ici, en fait, on a une information importante sur la partie. Dingliren ne jouera pas pour la victoire de cette partie. Enfin, c'est très peu probable en fait. Parce que cavalier C3, en réalité, c'est un coup qui donne à la position une allure hyper plate. Dans le sens où, en fait, le seul plan de victoire dans l'italienne, c'est-à-dire de jouer sur C3 D4, n'est plus possible ici. Parce que le cavalier bloque ici euh, le pion. Après, il n'empêche que dans cette position, c'est quand même possible de jouer pour la victoire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, les variantes elles sont considérées comme étant bonnes pour les noirs. Mais il n'empêche que du coup, Liren, il a pas envie de jouer la ligne principale, il a envie de surprendre son adversaire, comme il avait fait avec la française dans la première ronde. Et il préfère, on va dire, jouer des positions assez plates, surtout qu'il a l'avantage, donc il s'en prend un petit peu. Et du coup, Gukesh va commencer un peu à réfléchir, hein. Il va jouer assez, tout de même assez rapidement, A6, pour venir préparer la poussée B5, très logique. Et surtout, libérer une case sortie pour le fou en A7. Ça veut dire que s'il avait joué un coup comme D6, eh bien Dingliren aurait peut-être joué un coup comme cavalier A4, qui aurait pu permettre, vous notez, de taper un peu le fou, rendre ce plan classique de l'italienne avec C3 dégâts disponibles, et après fou B6 par exemple, cavalier prend B6, on prend la paire de fous. Et après on peut jouer sur C3, D4, etc. etc. Et ça joue. Mais du coup, voilà, D6 n'était probablement pas très intéressant. Et du coup, il décide de jouer A6 pour empêcher ce coup de cavalier A4, parce que dans ce cas-là, il y a simplement fou A7, hein, et là, le fou, il est très bien placé, le cavalier ne peut plus attaquer. Et du coup, ici, Dingliren, il va réfléchir un petit peu, mais il va jouer, enfin, il va pas réfléchir, mais il a dû réfléchir chez lui pour préparer cette position, parce qu'il est encore dans sa préparation, il n'a pas encore réfléchi, et il va jouer A4, qui est un coup, encore une fois, qui ne joue pas pour la victoire. Le coup est très prophylactique, il permet simplement d'empêcher le coup B5, hein, qui pourrait un peu ennuyer le fou ici en C4. Mais il faut savoir qu'en fait, l'option qui est vraiment ambitieuse ici et qui peut jouer pour la victoire, c'est fou G5. Un coup qui en général on ne conseille pas, parce qu'il y a H6 suivi de G5 qui arrive souvent. Mais il faut savoir qu'en fait ici, le fait que le cavalier soit développé ici en C3
autorise cette manœuvre parce qu'après H6, coup principal, prise, il y a cavalier D5. Et là, le cavalier est actif, il attaque la dame, il attaque le pion, donc la dame doit revenir en D8, hein. Venir en D6 n'a aucun intérêt. Donc dame D8, et après C3, et on peut peut-être jouer sur D4. Mais la position est quand même vachement bien pour les noirs, hein, parce qu'après D6, D4 par exemple, il reste pour fou à 7. Et le cavalier, bizarrement, il est un peu mal placé, hein. Il est très centralisé, mais surtout il bloque le fou. Globalement, c'est intéressant à jouer, mais c'est pas gagnant, hein. C'est pas une option très dangereuse. Mais du coup, Ding joue A4, un coup secondaire pour peut-être encore un peu plus surprendre Gukesh. Et ici, Gukesh va un peu commencer à réfléchir. Et il va jouer après 3 minutes. C'est pas non plus une réflexion de fou, mais il va jouer quand même 3 minutes. Hein. Ça montre qu'il est hors dehors de sa préparation. D6, coup très logique. Il fait comme Ding, hein, il consolide son pion E5. Maintenant que le fou est sorti, il peut le jouer. Globalement, c'est très logique. Petit rock joué par Ding et H6 joué par Gukesh pour simplement empêcher définitivement les coups de fou G5. Et là, on voit que ça commence à être compliqué de jouer pour la victoire. Ding joue ensuite fou E3. Très naturel, hein, il veut simplement échanger son mauvais fou ici contre le très bon fou noir. Et ici, Gukesh doit réfléchir un petit peu parce qu'il a une décision à prendre. Est-ce qu'il va venir simplement reculer le fou, venir prendre celui de Ding, ou est-ce qu'il va venir faire autre chose? Le problème, c'est que tous ces coups-là ont leurs défauts. Déjà, fou A4 est un coup qui est directement mis de côté, on va dire, parce que fou prend fou, et en fait, ce qui se passe, c'est que la structure noire reste intacte, les pièces noires aussi, sauf la tour. Et la tour, en fait, maintenant, on a 7. Déjà, Gukesh ne peut plus jamais roquer, hein, il a bougé à la tour. Hein. Il ne peut roquer que du côté roi. Mais surtout, en fait, la tour en A7, elle est très bizarrement placée. Elle n'est pas au coin, et là, ici, elle ne peut pas être défendue par l'autre tour. Donc le liage des tours est devenu très compliqué, il devra forcément revenir en A8. Ce qui est vraiment pas un coup qu'on veut faire. Ensuite, venir prendre le fou est probablement un coup très logique, hein, très logique. Mais après, F prend E3, on voit que la tour ici en F1 commence à s'ouvrir. Le pion en E3 permet peut-être de préparer la poussée des 4. Globalement, c'est quand même assez dangereux. Et je pense que c'est plus utile à Ding qu'à Gukesh, et je pense que Gukesh dit la même chose, donc il n'a pas joué ça, il a joué fou E6. Donc il autorise le doublage des pions, avec fou prend C5. Mais il vient essayer de se développer, il vient essayer de s'en prendre un peu au fou C4 qui est souvent très problématique dans l'italienne parce qu'il attaque le pion F7. Globalement, c'est un coup qui essaye de tout régler. Et là, Ding va sortir une nouveauté. Ici, il faut savoir qu'il y a deux coups qui ont été joués en partie de maître. Il y a fou prend E6 que je vais ignorer, et fou prend C5 par exemple, qui a été joué par Absaturov en Title Tuesday, mais également par Eljanov, 2700 Elo contre Pragnanda, ou voilà le Prague, vous connaissez le mot indien. Et après, D prend C, fou prend E6, F prend E6, c'est assez intéressant, mais surtout, l'idée c'est qu'ici il y a cavalier D2. Et après, Dame D6, prise, cavalier C4. Et le cavalier se développe, hein. C'est une approche qui a déjà été utilisée par des maîtres. Mais là, Ding va sortir A5, un gros coup de surprise. Et là, on voit qu'il est encore de sa préparation au niveau de la gestion du temps. Et c'est incroyable comme coup. C'est incroyable parce que Ding prend de l'espace, ok, mais surtout son pion en A5, il devient extrêmement faible. La poussée B4 n'étant jamais disponible à cause du cavalier, encore une fois. Si c'était un pion en C3, ça aurait été très logique pour surtout, après, épauler le pion avec B4. Mais là, ici, c'est quand même vachement dangereux. Et Gukesh va directement sortir fou prend C4. Et en fait, l'idée de Ding ici, c'est de tendre un petit piège pour Gukesh. Ici, en réalité, Gukesh a décidé de jouer petit roc, ce qui est un coup très logique. Mais il y avait deux petits pièges. Déjà, s'il prend le fou, on va récupérer. Et bizarrement, c'est pas si mauvais pour les blancs. Ils ont des pions doublés isolés, mais ils contrôlent très bien les cases centrales et ils sont très difficilement attaquables. Et en fait, surtout, ça permet de peut-être jouer sur cavalier D5, peut-être jouer sur la colonne F qui est ouverte maintenant, et la colonne D aussi, donc peut-être dame E2, tour à D1. Plein de coups possibles comme ça, et globalement, en fait, les blancs sont vachement bien. L'autre petit piège, c'est là que c'est vraiment très beau, c'est fou B4, je pense qu'il avait anticipé ça. Et l'idée, c'est que là, maintenant, la partie va partir d'une position très stable à une position extrêmement critique, avec cavalier D5. Où du coup, Ding va non seulement sacrifier le pion A, qui était indéfendable, hein, maintenant c'est attaqué par deux pièces, défendu par qu'une seule, mais surtout, il sacrifie aussi le pion E4. Déjà, si par exemple, il y a fou prend A5, il y aurait peut-être simplement cavalier H4 et il va essayer de s'infiltrer via la case F5. Et surtout, il y a peut-être dame F3 apparemment qui arrive très rapidement aussi.
le roi noir se fait attaquer. Du coup, ici, on peut se dire, ok, je prends le cavalier, mais là, il y aurait simplement C prend D, et après cavalier 4, C5, puis, vous notez, on aura par exemple prise, suivi de cavalier ici, par exemple, ou dame ici, pour faire échec, le pion étant plus défendu, une fois que le pion réussira à récupérer fou. Globalement, c'est dangereux. Donc ici, le seul coup qui est vraiment intéressant pour les blancs ici, hein, pour les noirs, je veux dire, ça serait de jouer sur cavalier prend E4, prendre ce pion ici, mais dans ce cas-là, dame D3, cavalier C5, dame F5, menace C5, B4, hein, ici la dame a été attaquée, et là on menace C3 qui viendrait enfermer ici le fou, donc très très intéressant, et une fois que tu prends, il y a B4 pour faire une fourchette, hein, c'est le but. Cavalier E6 empêche ça, hein, créer de la case sortie C5, et maintenant dame G4, et les nous blancs ont quand même énormément de compensation. Ok, très compliqué à cause de fou prend H6 dans un futur proche, hein. Ici il y a F5 qui pose problème, mais globalement c'est l'idée de Ding. Donc on voit en fait qu'ici jouer sur fou B4 est très dangereux, prendre ici est assez bénéfique pour la position de Ding. Et donc ok, joue simplement petit rock, hein, pour éviter toute confrontation. Il permet de jouer, il a envie de jouer juste stable, ne pas tomber dans des complications comme ça. Et ça marche. C'est un peu pleutre, mais globalement ici Ding a été pleutre aussi, hein. C'est pas une fatalité, hein, c'est la deuxième ronde. Ils ont envie de faire nul, ils ont envie de faire nul, ma foi. Et ici, du coup, Ding va pas surpris, il va prendre le fou pour lui doubler les pions de Gukesh, enlever le socle du pion E5 et évager B3. Et le problème, c'est que normalement, les noirs voudraient jouer cavalier D4 ou cavalier B4 pour s'en prendre un peu au pion C2, mais il ne peut pas actuellement parce que ça enlèverait la défense du pion ici en E5 et le cavalier en F3 a un bon rôle. Gukesh va donc ici simplement améliorer ses pièces, hein. Ici, il a bien envie d'améliorer ses tours. Jouer dame E7 est peut-être un peu lent, il y aurait cavalier D5 hein, qui pourrait poser problème. Donc il va jouer simplement dame prend dame, puis tour ici en D8. Donc il a forcé les Ding à perdre un tempo en reprenant la dame. Et maintenant, il a pris la colonne ouverte. Cavalier D5 pourrait poser problème à cause de cavalier prend E4 probablement. Donc, position assez égale, hein, pas grand chose à dire. Et là, ici, Ding est enfin hors de sa préparation, il va commencer à réfléchir. Et il va réfléchir 10 minutes pour faire un coup éclaté. Je ne sais pas pourquoi il a joué ça. Bon, c'est pas non plus perdant, hein, mais il a joué tour d'essai. On ne sait pas pourquoi. Globalement, ce coup, il est extrêmement passif, hein. Il s'enlève simplement de la colonne ouverte, donc ça donne la colonne ouverte au noir. Ça défend un pion, ok, mais le problème, c'est que sa tour, elle est complètement inactive. Ici, le coup qu'il a joué plus tard, mais qu'il fallait jouer immédiatement, c'était cavalier E1, pour garder la colonne ouverte. Ok, tu peux échanger, mais là, moi, je vais venir jouer F3 pour consolider le pion E4, cavalier E3 pour venir simplement attaquer un peu les pions faibles. Et ok, tu prends, mais moi, je vais prendre la colonne ouverte, je suis très heureux. Donc je pense qu'il avait pas envie d'échanger les tours, mais c'est quand même vachement passif. Et là maintenant, il a juste plus de chance quoi. Les dernières chances de Ding de gagner viennent juste de s'évaporer. Parce qu'il a perdu un tempo et du coup il donne à Gukesh énormément d'activité. Cavalier D4 joué par Gukesh par conséquent. Attaque le cavalier, vient peut-être menacer un peu partout et il va jouer cavalier E1. Donc évite l'échange de cavalier, évite aussi, hein, l'idée c'est que là, si les majestés au nord de jeu, ils ont très très envie de prendre, hein, comme ça viendrait détruire un peu la structure du pion des blancs. Et du coup, cavalier E1 empêche cela. G6 joué par Gukesh, probablement un coup d'attente pour jouer au roi des G7, et peut-être dans 10-20 coups, une fois que le cavalier sera parti, jouer sur F5 hein, par exemple. Roi F1 joué par Ding, donc il veut simplement empêcher cavalier E2, mobiliser son roi. Tour D6, il va commencer à essayer de prendre la colonne ouverte. Et là, on voit que Ding s'est rendu compte que son coup était mauvais et qu'il était inutile, parce que j'ai tour D1. Donc sa tour a fait tour D1, tour C1, tour D1. Donc on voit qu'en fait c'était simplement une perte de tempo et qu'il a maintenant qu'il doit récupérer le contrôle de la colonne ouverte parce que là on voit que Gukesh va commencer à doubler et ça risque d'être très très compliqué à défendre si jamais Gukesh réussit à s'infiltrer hein, ici sur les cases de Ding. Tour FD8 joué par Gukesh, très logique, il prend la colonne ouverte. F3 joué par Ding, continuité du plan. Il vient simplement défendre le pion, il va jouer cavalier E3 peut-être par la suite. Roi G7, Roi F2, H6. Donc les deux côtés font un peu n'importe quoi, ils essaient simplement d'améliorer ses pièces, d'améliorer la pièce. Ici on voit que Gukesh commence à essayer de mobiliser peut-être ses pions à l'aile roi. Donc globalement c'est un peu inutile. Hein. Et ici du coup, cavalier E3 ne marche probablement pas parce que du coup ça enlèverait la défense du pion en C2, donc il y aurait cavalier prend. Mais du coup il va jouer cavalier E2 pour essayer de déloger ici le cavalier de la case D4 qui est très forte. Et ici du coup, notre ami indien va jouer cavalier C6. Bon, logique, hein, il revient en arrière, il vient peut-être menacer le pion. Globalement, c'est quand même assez intéressant.
Ici, cavalier 3 ne marche pas, parce qu'il y a cavalier B4, qui est très très gênant, hein, qui vient attaquer encore un peu plus le cavalier, attaquer le pion. Et si je prends, le problème c'est que ici je n'ai pas assez de défenseurs sur la tour. Donc ici je suis obligé de perdre du matériel, donc c'est vraiment pas agréable. Donc ici, le chinois va jouer cavalier C3, avec l'idée que si tu prends ici de la tour, je vais prendre simplement du cavalier pour ne pas perdre la défense du pion en A5, donc ça va. Mais du coup ici, en réponse, Gukesh va jouer cavalier D4. Donc il reprend la cône ouverte, enfin il reprend la casse forte, cavalier 2 joué par Ding, cavalier C6, cavalier C3, et cavalier D4. Et ici les joueurs signent la nulle parce que ça fait trop fois la même position, donc une répétition. Une partie assez ennuyante honnêtement. Il y avait un peu des trucs intéressants, notamment voir comment les joueurs auraient pu jouer activement, hein, mais dans ce cas-là, c'est des variantes. On voit qu'aucun des deux joueurs n'a vraiment joué très activement. Hein. Gukesh a essayé de trouver du jeu sur la casse forte, mais globalement, Ding a juste consolidé et ça allait quoi. Bon. Du coup, pourquoi ils ont fait ça? Je suis pas un expert dans le sujet, hein, loin de là, mais il y a des raisons qui peuvent être intéressantes. Déjà, Ding, il a un avantage. Donc, avec un point, franchement, il a un point d'avance. S'il fait que des nuls jusqu'à la 4ème ronde et qu'il gagne le championnat du monde, il sera extrêmement content, ce qui est très logique. Donc, je pense aussi qu'il n'avait pas envie de se compliquer la vie. Il a joué très pleutrement, entre guillemets. Comme ça, il a son demi-point, il peut se reposer pour la dure journée de demain, où il aura les noirs. Et Gukesh, lui, il a les noirs, ok. Donc déjà, il est content de faire nul, hein, parce qu'il a les noirs, donc il a un très léger désavantage dès le début. Mais surtout, hier, il s'est essuyé une défaite avec les noirs, hein, enfin avec les blancs. Ding a gagné avec les noirs, donc je pense qu'il avait juste envie de prendre son temps, faire une partie nulle, et on verra après, parce que voilà, faire une partie nulle, perdre avec les blancs au championnat du monde, ça fait bien sûr mal. Et donc je pense qu'il avait juste envie aussi de se reposer, se remettre un peu les idées en place, voir s'il peut sauver la nulle, hein, tout simplement, avec les noirs. Et il a de la chance parce que Ding a joué pleutrement, donc il avait envie de faire nul. Et donc là, en soi, les deux côtés sont globalement contents. Mais du coup, actuellement, à la fin de la deuxième ronde, Ding mène toujours au score. Il a 1,5 contre un demi-point. Donc il a un point d'avance. Hein. Globalement, c'est juste une défaite. S'il fait une défaite, il a perdu l'avantage. Mais il a l'avantage et ça peut influer la suite parce que Gukesh va peut-être jouer plus dangereusement et ça peut payer comme ça peut payer pour Ding. Ça dépend. Mais du coup, merci d'avoir vu cette deuxième ronde du championnat du monde. Hein. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à demain pour la ronde numéro 3 qui se passera. Donc Ding aura les noirs et Gukesh aura les blancs. Peut-être qu'on va retomber sur une française, même si honnêtement ça m'étonnerait. Et du coup, je vous dis à demain pour la prochaine ronde. C'était Dragonnier Alpin. Tchuss.